Bonjour David Nisla. Bonjour. Vous êtes maire de Cannes, vous êtes également un des animateurs de l'Association des maires de France, cette association qui va se réunir en congrès la semaine prochaine. Absolument. Et qui est, comment dire, le point de concentration de tout ce qui concerne les rapports entre les collectivités locales et Emmanuel Macron. On va en parler dans un instant. Les Républicains dont vous êtes membre paraissent embarrassés par cette affaire des gilets jaunes, soutien sans soutenir, participer aux manifestations, pas au blocage. C'est un peu compliqué. Vous ferez quoi, vous, samedi? Moi, je travaillerai pendant la manifestation et je serai notamment au centre de protection urbaine de la ville de Cannes pour veiller à la logistique. Et comme je ne crois absolument pas aux incantations du ministre de l'Intérieur sur l'absence de blocage. Christophe Castaner qui a élevé la voix hier. Oui, d'ailleurs, enfin bon, on ne va pas polémiquer, mais je trouve que c'est presque une incitation à bloquer. Donc je ne comprends pas bien l'organisation du propre échec du gouvernement sur la gestion de cette crise. Mais bon, de façon très concrète, moi je serai au centre de gestion urbaine pour veiller à améliorer la circulation au regard des éventuels blocages. Pour éviter les blocages éventuels. Donc vous ne serez pas du côté des manifestants? Je ne serai pas de l'autre côté non plus. Je serai à ma place pour maire de Cannes et pour gérer la ville. Il y aura beaucoup de barrages dans votre ville? Je Ou autour, vous ne savez pas? Je l'ignore. Vous connaissez les gens qui veulent faire ça? Ils sont déclarés en préfecture, ils vous ont envoyé des messages? Non, on n'a pas de déclaration de manifestation, ce qui est d'ailleurs pose problème. Après, on ne sait pas exactement où seront les éventuels bouchons, blocages ou ralentissements. C'est un mouvement qui semble spontané à son origine, même si ensuite il y a des éléments catalyseurs. En tout cas, révélateur d'un ras-le-bol fiscal qui est très légitime. Après, on peut s'interroger sur cette expression de colère segmentée qui pose un problème quand même dans le rapport à la démocratie. Mais le citoyen doit s'exprimer, doit exprimer sa colère. Je crois que l'importance des citoyens engagés en politique, c'est d'essayer de transformer les humeurs en énergie positive et constructive. Essayer de drainer ces colères pour éviter qu'elles... Voilà, la démocratie, ça ne peut pas être une colère crassie. Le Premier ministre a annoncé ce matin un certain nombre de mesures, une surprime pour la transformation des véhicules, en tout cas le remplacement des véhicules anciens par des véhicules plus modernes, moins consommateurs, y compris d'occasion, et puis une sur-défiscalisation, je ne sais pas très bien comment il faut le dire, parce que toutes ces mesures sont très technocratiques. En tout cas, améliorer la défiscalisation des frais kilométriques, ça suffit? Déjà, c'est un paradoxe inouï. On est vraiment dans la spirale de l'étatisme qui a prouvé son échec et qui organise son propre échec, là aussi, qui est spirale infernale où on surprélève 45,3% de prélèvements obligatoires. On est le pays où il y a le plus de prélèvements obligatoires de l'OCDE. Et puis ensuite, pour atténuer, on distribue, on crée de la bureaucratie intermédiaire, on crée du clientélisme. Enfin, moi, je pense que ce modèle-là est foutu, est obsolète. Et d'ailleurs, il y a un paradoxe, puisque le titre du livre d'Emmanuel Macron, candidat, c'était Révolution, et puis on a un hyper-conformisme. Ils ne sont pas les seuls. Je veux dire, ça touche tout le monde. Enfin, c'est au-delà des clivages même. Mais non, ça ne fonctionnera pas, évidemment. On surprélève 3,9 milliards de plus en surtaxe sur les carburants. On en redistribue 10%, on va passer à 12% de redistribués. On crée une administration. Mais non. Ça change rien, mais le Premier ministre dit... ça peut aider des situations individuelles. Voilà, il faut la transformation, il faut la transition écologique. Est-ce que ce n'est pas un bon motif pour faire? Non, mais la transition écologique, dans ce cas-là, doit s'inscrire dans une politique générale. On sait très bien que la principale source de pollution au dioxyde d'azote viennent des centrales thermiques qui sont en train de rouvrir en Allemagne. Alors qu'on gère les concentrations de véhicules, y compris diesel, comme on le fait dans les villes, c'est normal. Il faut penser à la santé publique en priorité, c'est une légitimité. Mais là, on voit bien qu'en fait, c'est une somme de bricolage, une espèce de spirale infernale de la dépense, de la compensation de la dépense, et puis avec une dépense publique en 2019, source gouvernement, qui va continuer d'augmenter, les dépenses de l'État. Nous, on les baisse dans nos mairies, moi je les baisse. Et le déficit de l'État, qui diminuait depuis la fin de la crise des subprimes, et qui a augmenté cette année, qui a augmenté 80 milliards et qui sera à 100 milliards l'année prochaine. Donc je crois que c'est ça que ressentent les gens. Je pense qu'on est capable de comprendre qu'il faut une transition. On est capable de comprendre qu'il faut même un effort fiscal. On fait beaucoup depuis longtemps, à condition qu'il y ait un point d'arrivée, à condition qu'il y ait une vision. Et on reste... voit la cohérence de tout ça, oui. Sur le plan économique en tout cas. Après l'itinérance d'Emmanuel Macron, est-ce que ce lien entre le président de la République et les collectivités locales, les territoires qui paraissaient assez largement distendus, est-ce qu'il est retissé? Il ne faut pas faire de procès d'intention. Il y a une nouvelle organisation gouvernementale, un homme comme Sébastien Lecornu, quelqu'un de compétent. Il donne beaucoup de sa personne pour renouer. Qui a du sens humain même. Et donc on va le voir. Ceci étant, je pense que le problème, d'ailleurs il ne date pas d'Emmanuel Macron, il s'amplifie avec l'exécutif actuel qui est très conformiste, très très technocratique, mais il est bien plus ancien. On est en train de déresponsabiliser
l'échelon qui fonctionne le mieux ou le moins mal, en tout cas qui fait plutôt modèle, y compris à l'échelle internationale, qui est l'échelon communal. Communal, la commune, c'est une cellule de proximité, avec des échecs, des réussites, mais en tout cas de proximité, donc de responsabilité. Et la responsabilité, c'est ce qui fonde la liberté, c'est ce qui fonde l'efficacité. On est en train de nous retirer le levier fiscal, donc la responsabilité fiscale. Taxe d'habitation. Oui, exactement. 24 milliards et demi que l'État va devoir rembourser. L'État qui est surendetté, l'État qui emprunte pour ses dépenses de fonctionnement, alors que, comme dans une entreprise, dans une mairie, on n'emprunte que pour de l'investissement et pas pour du fonctionnement. Donc, les dépenses donc si vous voulez, le problème, ça dépasse les personnes. C'est-à-dire qu'il y a une spirale infernale de la recentralisation. Est-ce que vous ne sentez pas, du côté d'Emmanuel Macron, en tout cas, la volonté d'essayer de reconstruire, retisser, je le disais tout à l'heure, est-ce que cet effort-là, vous y êtes sensible? En tout cas, je crois qu'il y a eu une prise de conscience que les maires étaient aussi des personnes qui innovaient, qui gèrent des services publics, et il a compris qu'on ne pouvait pas... mais je crois qu'il était déformé par sa formation et par son manque d'expérience. Peut-être par sa non-connaissance du terrain. Non-connaissance du terrain, absolument. Et voir les maires mais comme un peu des représentants d'un monde ancien, dont la modernité, elle est dans la proximité. Donc vous dites quoi? On attend pour voir. Oui, la semaine prochaine, au congrès des maires de France, probablement un certain nombre de récriminations vont s'exprimer. Vous direz quoi? Vous direz mais on va essayer d'aller plus loin. On va essayer de proposer un accord. Parce que jusqu'à maintenant, on n'est pas stupide. On nous parle de contractualisation. C'est beau le contrat, mais ce n'est pas une contractualisation, c'est une réglementation. Et la réglementation, elle vient d'une entité qui n'est pas vertueuse. Donc vous ferez des propositions. Donc on va faire des propositions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut donner de la liberté aux citoyens, à la société civile, donc aux maires, et donc de la responsabilité pour participer à un effort commun. Les maires vont pouvoir, c'est une circulaire que vient de signer le Premier ministre, vont pouvoir être informés des risques de radicalisation islamiste de deux manières. Lorsque vous organiserez des événements, vous pourrez demander s'il y a un contrôle particulier, et puis vous pourrez demander la liste de ceux qui sont manifestement fichés dans votre commune. Vous allez le faire? Alors, on avait déjà plus ou moins des informations sur certains individus fichés, mais c'était effectivement officieux. Oui, bien sûr qu'on va le savoir. La difficulté pour nous, c'est que ça sera positif quand ça nous évitera de cautionner de l'entrisme idéologique de certains éléments radicalisés islamistes, et ce n'est pas un cas de figure, moi je l'ai vécu, j'ai de créer des associations sportives, bien au-delà, de quartiers, et donc le fait de savoir, et moi ça m'est arrivé, ça nous évite de fournir une salle tout en respectant le droit, ou de donner a fortiori de l'argent public. En revanche, ça va être source d'immense frustration, parce que sur tout ce qui est régime de droit commun, les logements sociaux, les aides sociales, lorsque la personne est implantée, on saura, mais on ne pourra rien faire. Et je crains que ça crée... Et vous ne pourrez pas, par exemple, refuser un logement social à quelqu'un qui est fiché? Non, on ne pourra pas l'invoquer en tout cas. Mais le faire. Oui, enfin, c'est collégial, et l'officieux, il a ses limites. Donc, il va falloir, à un moment donné... C'est un bon début, non? C'est epsilonesque, quoi. Mais allez, on ne va pas faire de procès d'intention non plus, c'est un bon début. Mais la problématique, c'est comment on lutte réellement contre cette idéologie qui est totalitaire, et qui est totalitariste, en tout cas. Et aujourd'hui, franchement, on ne voit pas grand-chose là-dessus. Vous avez proposé, en tant que maire de Cannes et également au nom de l'AMF, la création d'une taxe. Vous disiez tout à l'heure, il y en a assez de cette surtaxation. Vous-même. Je voudrais juste poser ma question. Vous dites, nous devons lutter contre la désertification des centres-villes et nous devons alléger des villages, et nous devons alléger la taxation sur un certain nombre de commerces. Et pour cela, nous vous proposons de créer une taxe sur la livraison des colis. Ça vise évidemment Amazon et autres. Deux choses. Vous n'êtes pas dans le même process que le gouvernement? Deux choses, non. Un, il est nécessaire de baisser les prélèvements obligatoires en France, donc la dépense publique. Moi, je le fais dans ma commune, je baisse la dette, je baisse la dépense publique. Vous baissez le nombre d'agents? Je baisse le nombre d'agents, baisse les frais de fonctionnement, sobriété fiscale absolue, relevée par l'argent de l'école. Exemplarité, ok. Et ce n'est pas contradictoire que de dire que parallèlement, il faut réorganiser la fiscalité avec une vision globale. Et aujourd'hui, le problème, c'est que la fiscalité, en France, elle est folle. Elle pénalise tout ce qui est sédentarisé. Elle pénalise la résidentialisation. Donc il faut poser la question de la participation à l'effort collectif, notamment de l'entretien des espaces publics. Alors la difficulté très concrète, c'est que quand vous proposez une baisse de la fiscalité à des parlementaires, ils sont obligés par l'article 40 de la Constitution de proposer une recette équivalente. Donc c'est ce qui a apparu le moins mauvais. Il y a 588 000 entreprises de livraison à domicile en France, dont 35% sont déficitaires. Aujourd'hui, un certain nombre de ces entreprises ne devraient plus exister parce qu'elles bénéficient d'un dumping fiscal. Il faut dire les choses très clairement. C'est à ça que vous voulez mettre fin ? Non, mais je pense qu'il faut effectivement un système qui préserve les entreprises d'e-commerce implantées localement. Il faut une stratégie industrielle européenne pour créer des champions de l'e-commerce, donc créer un écosystème positif. Mais on peut gesticuler tant qu'on veut.
on ne pourra pas obérer longtemps la question de la répartition de la fiscalité entre ce qui est nomade et entre ce qui est sédentaire. Et de la baisse de la pression fiscale. Et de la baisse de la pression fiscale. Un point essentiel. Merci David Lisnard. Merci à vous.